avec j'ai oublié de mettre mon micro, dites donc. Les débats avec vous jusqu'à midi. Avec aujourd'hui Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique. Bonjour. Bonjour. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Alex Bonjour. Darmon, heureusement qu'on ne va pas supprimer la ligne du dessous, hein. Éditorialiste sur RT France. Ça, c'est fini. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur, votre chaîne Les Indécis. Bonjour. Chaîne de débat politique. Et Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink, qui va bientôt déménager. Allez. Bonjour. Et Gilles Gansman qui est resté avec nous pour le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Bon, on va pas se mentir, c'était quand même plus simple mercredi de débattre avec Marine Le Pen plutôt qu'hier avec Éric Zemmour. Yannick Jadot s'est affronté avec Éric Zemmour sur France 2 hier soir et vous allez voir que ça a été très musclé. Qui tue aujourd'hui des juifs? Aujourd'hui. Est-ce qu'on tue au nom de Hitler ou d'Allah Akbar? C'est vous, les alliés des antisémites. C'est vous qui protégez les islamistes qui tuent les juifs. Monsieur. C'est vous, monsieur. Jamais, monsieur. C'est vous, monsieur Jadot. Jamais. Alors ne donnez Vous pas savez, de leçons. Monsieur C'est Zemmour, facile d'être résistant Monsieur Zemmour. 80 ans après. Monsieur Mais il ne faut Zemmour. pas être collabo aujourd'hui. Et c'est ce que vous êtes. Monsieur Vous êtes un Zemmour, collabo c'est des vous qui avez dit. islamo-gauchistes. Voilà. 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 J'imagine que vous allez en parler dans vos débats. Pas trop, en tout non. cas, s'il y avait un petit peu plus... Pas trop, non. Mais bon, allez-y. Bon, en tout cas, il y avait plus de tenues sur C8 que sur France 2 au final. Et puis hier, c'était le grand oral d'Emmanuel Macron. Ça, j'imagine que vous allez en parler. Absolument. Il est revenu sur la petite phrase. 4 heures dans ma journée, oui, c'est. Je vous confirme qu'on l'a regardé. Allez-y. Il est revenu sur la petite phrase de Gérard Larcher sur sa légitimité de se présenter à l'élection présidentielle. Bon, sur les propos, j'ai pas pour habitude de commenter ce qui est dit par ailleurs. Écoutez, un président du Sénat ne devrait pas dire ça, en toute sincérité. Quiconque est censé porter le suffrage universel et dont la légitimité procède des élus ne devrait pas s'amuser à remettre en cause la légitimité de quelque élu que ce soit, y compris, ce sont des gens qui lui plaisent pas, c'est pas une bonne idée. Ouais. Et puis un autre coup de griffe hier soir, c'était sur LCI Valérie. Robert Ménard qui n'en finit pas de s'écharper avec Marion Le Pen. Vous avez eu des mots très vifs hier contre Marion Maréchal, qui vous avez lancé après votre mea culpa sur les réfugiés, qu'il aille le dire aux morts du Bataclan. Vous avez dit c'est dégueulasse. La rupture est consommée. Non mais enfin attendez, c'est... La rupture est consommée. Bien sûr, enfin vous vous imaginez. Enfin, en plus, quelqu'un qui se présente comme une catho, qui devrait faire preuve d'un peu de bienveillance, de charité. Attendez, elle a des mots, pas à mon égard, moi je suis capable de me défendre, à l'égard de tout le monde, des réfugiés, d'une dureté incroyable. Voilà, vous avez entendu effectivement ces mots qui ont été dit. Oui, c'est Robert Ménard qui fait son mea culpa. Depuis quelques jours. Oui, quelques semaines même. Depuis quelques semaines, Mais est-ce qu'il va-t-il devenir macroniste? C'est la question. C'est plus ça va. Non, il a dit qu'il soutenait Marine Le Pen, qu'il soutenait Marine Le Pen, qu'il était là, qu'il lui disait des choses. Mais nous a-t-il dit? D'accord. Voilà. Mais non, il a toujours été étonnant. Robert. Oui, non, enfin, tout à fait. pardon, mais je trouve pas ça très étonnant de condamner les propos de Marion Maréchal, qui moi me surprend toujours. Je trouve que le contraste entre son jeune âge et finalement sa très faible expérience du terrain, elle a été élue 5 ans, mais je rappelle que c'était une des circonscriptions les plus favorables à ce qui à l'époque était le Front National, et qu'elle a été élue sans aucune difficulté. Elle est beaucoup restée à l'Assemblée nationale, elle ne fait plus de politique depuis 5 ans, et là elle est comme une petite machine très bien rodée, elle débite presque son catéchisme d'extrême droite, mais je trouve qu'effectivement dans ce qu'on écoute et ce qu'on entend, il n'y a pas beaucoup de cœur, pas beaucoup de vécu, pas beaucoup de ressenti. Je suis toujours très étonnée de ce décalage entre sa jeunesse et sa façon de parler très vite, très fort et de façon très systématique. Et un manque de timing politique, on comprend pas absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Finalement, elle articule son positionnement dans cette campagne. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à un moment, elle serait arrivée beaucoup plus tôt, ça aurait peut-être été plus intéressant. Là, ça alors qu'elle a dit qu'elle irait vers le mieux placé. Le mieux placé aujourd'hui, c'est pas Éric Zemmour. Ça va être déchiré en interne
entre ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle pense devoir faire, et ses atermoiements, en tout cas, sont... Non, mais elle est arrivée au moment où elle pouvait arriver. À mon avis, elle n'avait pas prévu qu'il y aurait une guerre en Ukraine avec la Russie. Elle avait prévu d'arriver au mois de mars et de quitter, entre guillemets, sa tante et sa cellule familiale un peu plus tard. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je trouve qu'elle passe complètement à côté de sa campagne. Je trouve que ça sert pas du tout Éric Zemmour. Mais alors, absolument pas. Peut-être même au contraire. Et je pensais l'inverse quand on annonçait qu'elle allait le rejoindre. Donc je suis curieux de voir la fin de cette campagne pour Éric Zemmour qui va être très compliquée, je pense. Oui, où il perd un petit peu 0,5, je crois. Oui, pour faire plaisir à Gilles, hier, honnêtement, pas face à Jadot. Moi, j'ai trouvé Jadot très très bon. Je vais dire, je suis pas un fan de Jadot, et je l'ai trouvé très très bien face à Zemmour, qui sent faire cette posture du type qui maintenant devient irritable sur tout, d'une noirceur qui interpelle. Au début, c'était assez marrant, et Jadot a très bien tenu sa ligne. Il est arrivé à le renverser dès le début. Et après, il a eu du mal à dérouler son argumentaire. Et puis ce manque de prudence dans le vocabulaire, on utilise des grands mots, on utilise des mots qui ont quand même des connotations extrêmement différentes. Enfin, je trouve que c'est vraiment une façon d'asséner des choses sans souffrir aucune contradiction et de façon totalement irresponsable. C'est marrant ce que dit Jackie sur Jadot, parce que effectivement, il a été très bon hier devant Zemmour, mais je l'ai trouvé très mauvais devant Marine Le Pen mercredi soir chez Cyril Hanouna. Bon, c'est marrant de dire ça, mais bon, c'est vrai, ça s'est passé. Ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire que finalement, il y a peut-être un gap entre Marine Le Pen et Éric Zemmour sur cette campagne, où elle change pas, elle reste vraiment droite dans ses bottes, et elle est quand même très forte en débat, là où Éric Zemmour commence à devenir un peu irritable, effectivement, dans les débats. Il tourne en rond. Un petit peu. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats jusqu'à midi avec vous, avec Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne sur YouTube s'intitule Les Indécis, chaîne de débat politique, et Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink. Alors on va parler évidemment de l'intervention, de la présentation hier de son programme du candidat Macron. À droite d'août, toutes, disent certains, d'autres estiment qu'il a piqué un peu partout. On va plus précisément parler de la condition au RSA, à savoir une activité, et puis les profs bientôt payés au mérite. Tous ces sujets avec vous. On commence avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Virginie, on commence avec vous. Un coup de cœur. Oui, un coup de cœur pour une initiative de 6 ONG qui se sont réunies pour mutualiser les dons. L'initiative s'appelle Urgence Ukraine. Elle rassemble des associations, des ONG aussi connues que Médecins du Monde, Action contre la faim, Handicap International. Je les cite toutes pour que personne ne se sente oublié. Plan International, Solidarité Internationale et CARE. Et elles se sont rassemblées, ce qui est assez rare dans le monde des ONG, pour simplifier le travail de ceux qui veulent donner. Je rappelle que toutes ont vocation à intervenir à l'international, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les associations. Je pense notamment à ce qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est le Secours catholique, la Croix-Rouge, pardon, qui elle n'a pas de mandat à l'international, et on demande aux Français de donner à la Croix-Rouge. Je pense que certes, la guerre est prête et on sent que les Français sont très touchés par ce qui se passe, mais qu'effectivement on peut donner à la hauteur de ses besoins, à la hauteur de ce qu'on estime, et que ces sommes données iront bien droit au but. Mais Handicap International a envoyé une équipe de 10 personnes en ce moment en Moldavie pour évaluer les besoins. C'est fait extrêmement sérieusement. Voilà, je voulais le signaler à tout le monde. Il y a une très très forte mobilisation. Oui. C'est même en France. Moi, j'ai vu passer une annonce ce matin de propriétaires d'hôtels qui hébergent aujourd'hui des réfugiés ukrainiens, qui demandent des vêtements, des chaussures, des choses matérielles pour les habiller. Et puis, il y a tout un tas d'organisations. Il y a aussi pour les animaux, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont été abandonnés, qui n'ont pas pu être emmenés avec les gens qui se sont enfuis. Et il y a des foyers pour animaux qui débordent. Et donc, à Levallois-Perret, il y a une structure qui les accueille. Un commentaire ? Non, sur ces initiatives. C'est beau la solidarité internationale. On aimerait que ce soit tout le temps comme ça. On arrête les guerres.
Bah oui, la On peut guerre, faire c'est un mal. commentaire peut-être pour rassurer les gens et de leur dire de donner. Pourquoi? Oui, parce bien sûr, que, sans avoir peur que ça se perde. Parce que la réglementation comptable en France vous impose une traçabilité des dons que vous donnez pour une œuvre. Je vous donne un exemple parce que Médecins du Monde, il y a quelques années, lorsqu'il y avait eu le tsunami, avait été attaqué là-dessus, puisque rappelez-vous, ils avaient dit arrêtez de donner. Les gens avaient été choqués et ils avaient été obligés, nous on avait géré la com de crise à l'époque, ils avaient été obligés d'expliquer aux Français que quand vous donnez 1 franc pour l'Afrique, vous ne pouvez pas l'utiliser pour le tsunami. Donc les gens sachent, si on donne 1 euro pour l'Ukraine, eh bien les organisations ont le devoir de l'utiliser. Et si jamais ils avaient trop d'argent, eh bien il faudrait consulter les donataires pour leur dire est-ce que vous m'autorisez à l'utiliser pour une autre œuvre. Et ça c'est plutôt rassurant parce que ça nous permet de se dire que l'argent sera utilisé à dessein. Voilà. Alors, vous, Jackie Isabello, c'est un coup de cœur. Oui, alors c'est moins glamour que celui de Virginie, moi, même si c'est très important. Moi, c'est pas glamour, hein, c'est juste très utile. Non, avec moins glamour au sens où on a tous de l'empathie pour tous nos voisins européens. Moi, c'est moins glamour parce que ça parle des retraites. L'empathie ne suffit pas, il faut passer aux actes. Parce que les retraites, c'est très important. Et de dire, vous savez, il y a 3 peurs, on dit souvent dans le monde, c'est 1, les serpents, 2, la prise de parole, et 3, c'est le fait que tout le monde pense que demain, on n'aura pas de retraite. Eh bien, hier, ils ont présenté leur compte, et pour dire, les retraites complémentaires sont équilibrées, on a renforcé nos réserves, et donc, les Français auront des retraites, et je trouve ça assez sympa, parce que, en plus, Macron en a parlé hier, c'est une des réformes qui n'a pas été faite, et c'est une réforme extrêmement importante, et elle est d'autant plus importante, même si c'est vrai que c'est un peu moins glamour comme sujet, parce que c'est fondateur de notre modèle social. Moi, je me présente souvent un peu comme un libéral, mais un libéral qui vénère le modèle social à la française et qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est toujours le renforcer. Et les retraites, ça en fait partie. Voilà, je voulais souligner le fait qu'hier, ils ont dit on gère ça de manière, les partenaires sociaux gèrent ça de manière extrêmement sérieuse. Macron n'aime pas les partenaires sociaux. C'est un moyen de lui rappeler qu'il y en a qui font bien leur boulot. Et voilà, nos gamins pourront cotiser demain pour nous. On va reparler un petit peu des différents thèmes abordés par Emmanuel Macron, juste en apéritif. Moi, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'idées, mais il disait pas très vraiment comment il allait mettre tout ça en œuvre. Hein. Là, sinon, ça aurait été c'est 18h, Valérie, qu'on allait y passer si jamais il donnait tout le détail. Il va nous expliquer. C'est à ça que va servir la campagne. Oui, c'est ça. Il va nous expliquer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit c'est peut-être vous, Alex Darmon, coup de gueule. Ouais, moi c'est un coup de gueule, justement sur la campagne présidentielle. Enfin, si on peut appeler ça une campagne présidentielle, moi j'appellerais plutôt ça une campagne BDE, vous savez, Bureau des élèves. Ouais. On nous avait dit il y a 1 an, Marlène Schiappa, je me rappelle, elle avait dit ouais, les débats devront se faire chez Cyril Hanouna, vous verrez pour le second tour pareil. Et 1 an après, tout le monde s'était foutu de sa gueule, tout le monde est chez Cyril Hanouna. On a un candidat sortant, président sortant hier, qui nous dit que peut-être qu'il va proposer à Valérie Pécresse de rejoindre son gouvernement, comme dans un BDE, vous savez, dans une école de commerce, pareil. On a Éric Zemmour qui prend un œuf sur la figure, l'autre qui prend de la poudre rose et qui porte pas plainte parce qu'il faut comprendre pourquoi les gens ont fait ça. Jean Lassalle qui va rencontrer les élus locaux, qui leur dit que c'est une campagne de merde, qui va se retirer. Bref, en fait, c'est n'importe quoi. Alors, je veux bien qu'on dise que c'est de la faute d'Emmanuel Macron parce qu'il est rentré très tard en campagne. C'est vrai, il est rentré très tard en campagne. Il y a la guerre, c'est vrai. Pas plus tard que les autres, d'après ce qu'il disait hier. Pas plus tard. Si, plus tard, parce que cette fois-ci, l'élection présidentielle est plus tôt. Pardon. Elle a raison. Non, en termes de nombre de jours, c'est plus tard. Mais non, je suis désolé. François Mitterrand, il est rentré en 88, le 23 mars. Non, mais Alex, en nombre de jours. En nombre de jours entre la déclaration et le premier tour. François Mitterrand, 88. Cette année, le premier tour est le 10 avril et ça n'a jamais eu lieu aussitôt. Il est rentré en campagne le 4 mars, je crois, 4 ou 5 mars. François Mitterrand, en 88, est rentré le 24 mars. La campagne présidentielle, le premier tour, avait lieu le 13 avril, je crois. Donc c'était exactement... vérifier. Ça n'a jamais eu lieu le 13 avril. Vérifier, c'est en 88. Bon, bref, en tout cas, au-delà de ça, oui, c'est de sa faute. Il a sa part de responsabilité, mais en face, honnêtement, c'est catastrophique aussi. Ouais. Rien ne se détache. Aucun thème de campagne, aucun candidat. Ils sont là, ils vont faire des campagnes ou des débats chez Cyril Hanouna. Ils font rien d'autre, en fait. Donc moi je dis simplement... Ils vont sur le terrain quand même. Mais ils vont sur le terrain, mais on le voit même pas. Il n'y a rien qui se détache, il n'y a aucune campagne. Il y a des meetings, Mélenchon. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais il y en a 2 qui font campagne, c'est Zemmour et Mélenchon qui font encore des meetings. Mais même Mélenchon, je pense qu'il a commencé à comprendre, il remonte dans les sondages, il a été faire un début de campagne. Pareil, j'ai rien contre Cyril Hanouna, mais chez Cyril Hanouna, il a commencé à faire Magali Berda et tout, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, il s'est dit je vais faire campagne autrement, je vais un peu me taire, je vais intervenir quand vraiment on me demandera mon avis dans des JT ou dans des émissions qui sont destinées à ça. Donc je dis simplement aujourd'hui, la campagne présidentielle, c'est une catastrophe.
et de la faute du candidat présidentiel Emmanuel Macron, enfin président sortant, mais aussi des candidats. Et des autres candidats. Oui, j'ajouterais une chose à ce sujet-là, je suis tout à fait d'accord, c'est que moi j'ai été très surprise d'entendre les autres candidats dire pendant des semaines on peut pas faire campagne, Emmanuel Macron n'est pas en campagne, mais que n'ont-ils utilisé cette période pour eux-mêmes marquer dans l'opinion avec leurs propositions et leurs idées fortes, au lieu de se plaindre qu'Emmanuel Macron ne rentrait pas en campagne. C'est une mise en scène de sa propre impuissance que j'ai trouvée totalement contre-productive. Et maintenant qu'Emmanuel Macron est rentré en campagne fort tard, je le répète, tout d'un coup il y a la guerre en Ukraine, donc ils sont doublement handicapés. Donc pourquoi n'ont-ils pas utilisé tout le temps qu'ils ont eu rien que pour eux, sans Emmanuel Macron, pour simplement faire campagne? On ne fait pas campagne contre, on fait campagne pour. Donc cette façon de se réduire à rien parce qu'Emmanuel Macron n'était pas rentré dans la campagne m'a paru mais sidérante. C'était pas ce qu'a fait ni Mélenchon ni Zemmour, eux on fait campagne. Non mais ils ont tous réclamé l'arrivée en campagne d'Emmanuel Macron, ils ont tous dénoncé le fait qu'il se déclare si tard. Je pense qu'ils n'auraient considéré ça comme un non-événement, ils auraient pu eux-mêmes faire campagne. Mais ils ont fait un mauvais constat à une situation qui était celle-là. Ils se sont dit, pourquoi cette campagne est une campagne Tefal, comme le disait le patron d'Ipsos, aucune mesure prend. Et ça, là-dessus, c'est quelque chose, nous, qu'on étudie beaucoup parce que ça nous stupéfait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le Covid, plus la guerre maintenant, les milliards du Covid ont en fait réduit, vous l'avez entendu parler là, récemment, parce qu'il y a un type qui a sorti un bouquin là-dessus, ce qu'on appelle, et j'en avais parlé chez vous, Valérie, il y a quelques années, c'est la fenêtre d'Overton. C'est de se dire, sur un sujet, j'ai une capacité à parler de tas d'idées. Et puis quand on sort complètement du cadre, les gens n'agrippent pas. C'est-à-dire qu'ils n'y croient pas, ça ne paraît pas réel. Et c'est ce qui se passe là. C'est-à-dire quand les gens arrivent, exemple, Anne Hidalgo, je double le salaire des profs. Il y a 2 campagnes, ça aurait débattu, elle se serait fait démonter, elle aurait été au cœur de l'actualité. C'est ce qu'elle attendait. Là, les gens se sont dit, mais c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Donc, il n'y a aucune mesure. Même pas réagi. Parce qu'on nous a dit, on a lâché 122 milliards, et maintenant, quelqu'un qui nous fait une promesse. On se dit, comme disait Darmanin, boucher à Varley n'a plus de saveur. On se dit, ouais, ok, ça va-y, c'est une mesure de plus. Donc on ne la perçoit pas à l'aune de ce paramètre qui est extrêmement important dans la construction cognitive des gens. Et donc ils sont désarçonnés. Ils font ce constat-là de dire Macron ne rentre pas en campagne, donc on n'y arrive pas. Mais en fait, c'est tout autre chose qui est en train de se passer. Votre coup de gueule, qui est un des sujets que j'avais prévu de traiter pour ceux qui nous accusent d'être une radio macroniste, ce que je dis ici. Non. Nous ne sommes pas une. Hier, on a tapé pas mal sur Emmanuel Macron. Quand il y a des choses à dire, on les dit. Et dire les choses ne fait pas de nous des macronistes. Et là, en l'occurrence, vous allez un petit peu taper sur. Oui, c'est un peu mon métier, vous allez me dire, Valérie. Oui, c'est les rares fois où je lance des louanges au président sont assez rares. Mais je l'ai fait. C'est un nouveau scandale, figurez-vous, de la Macronie, cette fois-ci avec les cabinets de conseil. Un rapport du Sénat qui parle d'une nébuleuse tentaculaire et opaque. 2,4 milliards d'euros de dépenses du gouvernement envers les cabinets de conseil depuis 2018. 2,4 milliards. Alors on apprend que McKinsey, par exemple, a été payé 4 millions d'euros pour la réforme des APL. On demandait finalement aux étudiants de rendre 5 euros. Eux, ils ont fait 4 millions d'euros grâce à ça. 670 745 euros, une étude McKinsey sur les systèmes de paiement en santé à travers le monde. On a eu également la réforme des retraites. Alors figurez-vous que Roland Berger a touché 600 000 euros. McKinsey, 1 million d'euros encore une fois pour réorganiser la CNAV en vue de cette réforme qui n'a pas eu lieu. Le plus beau, c'est la stratégie nationale de santé, 1,12 million pour McKinsey. Et là où c'est formidable, c'est que les sénateurs se sont rendus compte que McKinsey utilisait des rapports qu'il faisait ailleurs dans le monde. C'était du copier-coller entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la France, et parfois les chiffres étaient même bidons puisqu'ils changeaient juste les chiffres, et on a vu d'ailleurs Jean Castex faire des présentations avec des faux chiffres puisqu'ils n'avaient pas mis à jour les rapports. La gestion des radars routiers, on adore les radars routiers, vous allez me dire, oui, c'est les départements, c'est les régions. Non, c'est Soprasteria et Aegis qui prennent 82 millions d'euros pour gérer les radars routiers, et puis vous allez me dire quand même, avec tout cet argent, ils peuvent faire des trucs un peu gratos. Oui, c'est vrai, ils font du pro bono, comme on appelle ça. McKinsey a organisé par exemple le salon Tech for Good de l'Elysée et le sommet Choose France, c'était le Boston Consulting Group qui a fait ça aussi gracieusement, ainsi que d'autres événements à Bercy. Là vous me dites, c'est affreux, c'est un scandale, c'est dingue quand même. Mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Parce qu'un des directeurs de McKinsey a fait un faux témoignage sous serment au Sénat et en disant que oui, McKinsey payait bien des impôts en France, et non, ça fait 10 ans que McKinsey ne paye pas d'impôts, et donc la sénatrice a dit que le procureur de la République allait être saisi. On a même le son, écoutez. Je dois enfin aborder la question de la situation fiscale du cabinet McKinsey,
car celle-ci est venue à nous au cours de nos travaux. Le 18 janvier dernier, l'un de ses directeurs, ici même, a affirmé sous serment, je le cite, « Je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salaires sont dans une société de droit français qui paie ses impôts en France. » Fin de citation. On a donc vérifié en procédant à une réquisition de documents à Bercy, comme le permettent les prérogatives de la commission d'enquête. Le constat est clair. Le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans, alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020, dont environ 5% dans le secteur public. Ceci est le résultat d'un montage fiscal avec la maison mère de McKinsey, basée au Delaware, État des États-Unis, bien connu comme paradis fiscal. Paradis fiscal. Voilà. Donc ça, c'était la sénatrice qui est du groupe communiste, Éliane Assassi. Et c'est assez saisissant quand même. Faux témoignage, pas d'impôts payés depuis 10 ans en France. Je crois qu'on peut parler d'un sentiment d'impunité de ces cabinets de conseil qui gèrent finalement les affaires publiques depuis qu'Emmanuel Macron est élu, et même avant ça. On parle quand même, il y a eu sous Nicolas Sarkozy le néo-management public qui a commencé à arriver. Mais là, les chiffres ont explosé. Gabriel Attal a dit qu'il n'y avait pas de tabou sur l'utilisation des cabinets de conseil. Mais nous, en tant que citoyens, on pourrait peut-être mettre un veto en disant, mais à quoi servent nos impôts si c'est pour payer des cabinets de conseil? Oui, mais pendant les crises, c'est injustifiable. Enfin, peut-être que vous êtes cabinet de conseil, mon cher Jackie. Ce qui est surtout... on va marquer une petite pause, comme ça vous aurez le temps de réfléchir à vos arguments. De nous raconter, vous payez vos impôts en France? Exactement. J'ai mis le doigt sur un Dans truc. une société basée au Delaware. Voilà. Allez, à tout de suite. Les débats avec vous, on va revenir sur le programme présenté par le candidat Macron hier, mais ce débat apporté par Alexis Poulain autour des cabinets conseils de McKinsey en particulier, je vous rappelle qu'on ne va pas refaire la liste de ce que vous avez énoncé, mais d'une somme très importante gagnée auprès du gouvernement pour des études. Il faut savoir que c'est seulement 10% de la dépense publique. Le Sénat a dit, là, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. En réalité, on parle de montants colossaux. Comment c'est possible? On a entendu cette sénatrice qui disait, on a vérifié, ils ne payent pas d'impôts en France. Donc déjà, ils mentent devant la Commission nationale. Ouais. Et est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a un coupable? Alors racontez-nous un petit peu. Il faut dissocier deux choses. Un, c'est de dire, en tant qu'entrepreneur, et il y a des entrepreneurs, mentir devant la représentation nationale et dire qu'on paye des impôts alors que c'est pas le cas, franchement, c'est un scandale. Un, il devrait répondre de ça par rapport à sa marque, parce qu'il va entacher sa marque. Deux, eh bien, la commission du Sénat et la commission d'enquête a des moyens. Ensuite, sans doute, de dépayser le dossier et demander à la justice de s'en saisir, parce que les commissions, c'est un petit peu particulier. Après, troisième point, eh bien, ils ont des expertises extrêmement pointues, des accointances qui sont utilisables, et ils ont une souplesse surtout que parfois on ne trouve pas dans la fonction publique, et donc que ça s'articule bien. Nous, il y a plein de gens de la fonction publique avec lesquels on travaille, et on s'articule extrêmement bien. Mais donc de transiger avec nos règles, ça c'est tout à fait détestable. Il faut le. Mais après, ce que j'avais envie de dire pour compléter le propos d'Alexis, c'est de dire finalement, on a un débat sur les whistleblowers, les lanceurs d'alerte. Si vous regardez qui travaille dans tous ces cabinets, déjà extrêmement bien formés, avec des diplômes longs comme le bras, une liste longue comme le bras, mais vous avez plein de gens qui ont fait du cabinet ministériel, qui sont d'anciens hauts fonctionnaires, et que eux-mêmes en interne apprennent que la société ne paye pas d'impôts. J'aimerais savoir quelle va être leur réaction, parce que eux, ils ont été formés par l'État. Le fils de Laurent Fabius, senior partner chez McKinsey, par exemple. Et donc ça, c'est pas tolérable quand on a servi la fonction publique. Prendre la parole pour dire, je ne savais pas, je suis scandalisé, je démissionne. Lui et d'autres, parce qu'il n'y a pas que lui, il y en a des dizaines, et des gens qui sont remarquables, qui connaissent parfaitement la mécanique. Il doit y avoir quand même quand on a des salariés français, on est enregistré, Valérie, c'est de faire de l'optimisation fiscale, ça n'est pas interdit. Mais par contre, d'aller dire à une sénatrice, la vie de ma mère, je te jure, je paye mes infos en France, c'est pas pareil. Vous voyez, on sait faire la différence. Un point qui méconnaissait les règles des commissions d'enquête parlementaires. Je rappelle qu'il est obligatoire de répondre à la convocation quand on est convoqué devant une commission d'enquête parlementaire.
parlementaire, que l'on parle sous serment. Exactement. Et je ne sais pas ce que ce monsieur a cru, que peut-être il parlait devant des pauvres élus qui n'avaient aucun pouvoir, mais c'est très sérieux les commissions d'enquête parlementaires. Mais il va y avoir quoi comme conséquence? Non, mais la question que je pose, c'est les conséquences. Sont les conséquences. Il s'est passé pour Ben Allah un peu, parce qu'il avait menti et d'autres. Et là, maintenant, le Sénat a la possibilité de dire à la justice... C'est qui c'est l'entité. Mais quand il c'est qui va être condamné? Lui, il est mandataire social. Alors oui, c'est intéressant. C'est-à-dire, en tant que mandataire social, c'est un peu comme le directeur de la publication, pour parler un langage de journaliste que vous connaissez bien. C'est-à-dire, le directeur de la publication, c'est le seul. En fait, il n'a pas de pouvoir sur la rédac, enfin quasiment pas. Par contre, s'il y a un problème, c'est lui qui va au tribunal. Et là, c'est pareil. S'il est mandataire social, il peut être poursuivi à 2 titres. Au titre du manquement du suivi des règles que sa société aurait pu transgresser, mais deuxièmement, au titre d'un mensonge qui ne fait pas partie de son contrat de travail. C'est-à-dire que lui, si jamais il porte atteinte à l'image de son entreprise parce qu'il a menti, ça ne fait pas partie de son contrat de travail, ça ne fait pas partie de son contrat de mandataire social, qui sont 2 choses différentes. Mais comment, il peut avoir de gros problèmes. Je le rappelle, il a menti sous serment. Il pourrait être licencié, c'est-à-dire qu'il pourrait être licencié pour faute grave. Demain, aux États-Unis, j'en pourrais dire attends, mais t'es dingue de mentir au Sénat. Nous, aux États-Unis, si on fait ça, mais attendez, c'est tout à fait possible. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a recours à ces cabinets? Est-ce qu'il n'y a pas de compétences suffisantes dans les entreprises ou dans les ministères? Il n'y a pas que qui travaillent, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont... On pourrait se demander pourquoi cette fonction publique est très importante en France, pourquoi elle n'est pas capable de faire ce genre de travail en interne. Et on pourrait se demander pourquoi... Elle l'est. Vous savez, il y a des budgets... Pardon, je termine ma phrase. Pourquoi elle n'est pas capable de faire ce travail en interne? Pourquoi elle ne se mobilise pas pour proposer elle-même de faire ces rapports-là? Et pourquoi systématiquement l'exécutif fait appel à des cabinets extérieurs? Et pardon, j'en termine. Je me souviens qu'au début de la campagne de vaccination, au moment de la distribution des vaccins, vous vous rappelez, pendant quelques semaines, les vaccins n'arrivaient pas. Et ils ont fait intervenir des cabinets de conseil pour organiser le circuit de distribution des vaccins. Mais ça, c'est les cabinets de conseil qui l'ont fait. Pourquoi la fonction publique n'a pas été capable de le faire? Parce qu'elle est morcelée, parce que les entités ne se parlent pas entre elles, parce qu'ils n'arrivent pas à organiser de hiérarchie commune et globale, et parce que souvent elle est incapable d'elle-même de se coordonner entre ces différentes entités. Attendez, tout ça est injustifiable, inqualifiable, impardonnable, c'est du mensonge, c'est du parjure et tout. Mais enfin bon, comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Je veux dire, pourquoi on fait appel à des cabinets de conseil extérieurs? Parce que dans tous nos travaux, dans notre quotidien, c'est toujours bon d'avoir un avis, un regard extérieur. Maintenant, ils en ont abusé, concrètement. Voilà, je pense que pendant le Covid, c'était pas la même situation. Ils devaient être dépassés de tous les côtés parce que de toute façon, ce n'étaient pas des professionnels de la politique, ceux qui étaient au pouvoir au moment du Covid, qui ne savaient pas comment gérer. Et moi, ça ne me choque pas qu'ils aient fait appel à des cabinets de conseil extérieurs. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe est scandaleux. Voilà. Et moi, j'aimerais vraiment féliciter le travail du Sénat, parce qu'à chaque fois, on dit les politiques, ils font pas leur boulot, machin, mais le Sénat, quand on nous parle de bicamérisme et qu'on nous dit que la deuxième chambre ne sert à rien, le Sénat a montré son utilité là pendant ce quinquennat, c'est incroyable, avec l'affaire Ben Allah, avec cette histoire des cabinets. Donc il y a un moment, il faut quand même tout me regarder, faire attention à dire que tout est pas bien, tout machin. Le Sénat n'a rien à voir avec la fonction publique. Moi, je parlais de la fonction publique. Non, mais je veux revenir justement sur la fonction publique. Alors, une réponse sur la fonction publique. Beaucoup, et d'ailleurs des syndicats de fonctionnaires et d'autres qui travaillent dans les cabinets ont expliqué que eux avaient les compétences, pouvaient le faire, mais que le réflexe était quand on a un budget, on le dépense d'abord pour un cabinet de conseil. Et pourquoi? Parce que pour faire tuer son chien, on l'accuse de la rage. Ce qui se passe avec ces non-professionnels de la politique depuis des années, c'est le dépeçage de l'État du bien commun au profit des entreprises privées, au profit de ces gens qui sont là pour faire un profit de court terme. Le néo-management public, c'est un mal profond de l'État. Faire croire que l'État est une entreprise comme une autre, c'est faux. L'État n'est pas une entreprise. Et là, on a affaire à des gens qui sont dans cette logique-là et qui ont utilisé des cabinets de conseil qui ne servent à rien. Enfin, faire du copier-coller de plans. Et c'est quoi? C'est dangereux parce que vous avez cette harmonisation par le bas des politiques publiques dans le monde entier et on ne fait plus de politique. Mais moi, je ne dirais pas que ça ne sert à rien. Je dirais que ça montre l'incapacité. Mais ça montre l'incurie de cette équipe. De l'exécutif à faire en sorte que sa fonction publique, et je rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis de la réformer, que sa fonction publique puisse répondre à des besoins qui sont les siens. Que les hommes politiques aient besoin d'avoir des évaluations, d'avoir des idées claires de la façon dont ça fonctionne, ça me paraît tout à fait normal. Que la fonction publique soit incapable de répondre à ses besoins, ça me paraît pas normal. Juste un
exemple. Olivier Véran, qui disait que sans les cabinets de conseil, on n'aurait pas pu faire les trains sanitaires entre régions pour exfiltrer les malades du Covid. C'était faux. Il mentait là encore. Alors c'était parce qu'il n'était pas au courant. Mais non, c'est la SNCF qui avait mis ça en place avec les ARS après les attentats du Bataclan. Donc on avait les compétences en interne, sauf que pour Olivier Véran, non, fallait faire dans sa tête appel au cabinet de conseil. J'ai simplement parlé de la distribution de vaccins, et là en l'occurrence non, ça a patiné jusqu'au moment où ils ont fait intervenir des cabinets de conseil. On marque une petite pause, et on se retrouve dans un instant. Il faut quand même parler du programme d'Emmanuel Macron. On va essayer de le faire. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors on a beaucoup parlé donc de ce cabinet McKinsey, mais allez voir sur les différents articles qui sont consacrés à cette audition, c'est absolument saisissant. Donc Emmanuel Macron a présenté son programme hier, 1h30 de stand-up, on va dire, de présentation seul, et il a répondu ensuite aux journalistes. Moi j'étais très frappée par cette technique du SMS. Je ne sais pas si vous avez vu, on demandait aux journalistes d'envoyer des SMS, et alors après ils relisaient leurs questions SMS. Vous avez vu ça? C'était un peu curieux comme manière de faire. Bref, il a présenté son programme. Bronca évidemment à droite et à gauche. Un ténor de la droite affirme que c'est le projet de Valérie Pécresse, du copier-coller tout honte but, retraite à 65 ans, une activité en contrepartie du RSA, suppression de la redevance, droit de succession allégé. Enfin, un président de droite se réjouit, un ex-LR qui a viré macroniste. Vous en avez pensé quoi? Vous l'avez regardé? Vous avez tenu Virginie? Oui, je l'ai regardé, c'était très long, ça a duré près de 4 heures. Ouais. Je vous interromps, Mélenchon d'ailleurs a dit il a pas battu Chavez. Il annonce vouloir faire ce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans. Je sais pas, moi j'ai été presque aussi surprise. Je me suis dit en fait il veut faire ce qu'il n'a pas fait, mais pourquoi le ferait-il la deuxième fois alors qu'il n'a pas fait la première fois? Et autre interrogation, ce matin j'entends Valérie Pécresse et les gens de son parti dire il nous pille. Qu'est-ce que c'est que cet argument, sinon un fléchage direct vers Emmanuel Macron? Là aussi, dire il nous pille, ça veut simplement avouer que on n'a pas su soi-même. Enfin, moi, je ne savais pas qu'il pillait à ce point-là Valérie Pécresse. Je ne sais pas si les Français avaient compris quel était exactement le programme de Valérie Pécresse. Non. Mais flécher directement vers Emmanuel Macron en disant il nous pille, les gens vont dire très bien, on va aller directement vers Emmanuel Macron. Mais c'est pire que ça, parce qu'elle s'auto-efface ce faisant, et elle auto-efface qu'elle-même pouvait avoir de différent. Donc si sa proposition sur le RSA, qui était effectivement d'assortir le RSA d'un certain nombre de contraintes, est différente, qu'elle le dise, qu'elle dise que dit Emmanuel Macron n'est pas suffisant, parce que dans ce cas précis, il faut faire plus, il faut faire mieux, il faut faire différemment, mais pas il nous pille. Si il nous pille, ça veut dire qu'elle n'existe plus. Mais revenons à Emmanuel Macron sur le... à propos de Valérie, il l'enfonce davantage en disant qu'il n'était pas fermé à l'idée de faire de Valérie Pécresse une de ses ministres. Enfin, si là, c'est pas juste dire je débranche la candidate LR, là on a fini... c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qu'il appelle Madame 20h02. Oui, mais 20h02, pas que Jean-Luc Mélenchon. Vraisemblablement pas au second tour. Elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Mais alors, vous avez pensé sur ce qu'il a proposé hier? Mais en fait, c'est quand même incroyable. Il a eu 5 ans. Alors on va dire il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, quand même, etc. Mais non, avant ça, il y a eu la réforme de l'éducation nationale, par exemple sur les maths, qui était complètement stupide. Il revient dessus. Enfin, si c'est 5 ans pour faire des conneries, excusez-moi du terme, pour dire redonnez-moi un mandat pour que je revienne sur les conneries que j'ai fait pour en faire d'autres, autant on va arrêter là, on va arrêter les frais, comme les cabinets de conseil en réalité. C'est quoi ce programme? Enfin, je veux dire, où est le progressisme dans l'idée de dire que la retraite c'est 65 ans, que dès 12 ans on sera en formation continue, que le RSA maintenant c'est quoi? C'est un mi-temps payé 6 € de l'heure. Enfin, c'est de la régression sociale inédite, et c'est pas un programme de droite, parce qu'en plus c'est de la dette. C'est de la dette, de la dette, de la dette, de la dette, dont on ne sait pas comment on va la rembourser. Donc c'est totalement irréaliste, c'est dangereux pour les finances publiques, c'est dangereux pour l'avenir de la France, et ça n'a ni queue ni tête. Enfin, la retraite à 65 ans, c'était une réforme de la dette. C'était prévu il y a 5 ans. Non, mais moi, je non, pas 65. Je suis pas d'accord sur le fait quand vous dites que c'est un programme qu'il avait annoncé il y a 5 ans. Non, j'ai dit qu'il annonce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans. La réforme des retraites, elle était totalement différente aujourd'hui. Si vous me laissez répondre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Alex Darmon? Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il parle d'indépendance. Pour la première fois. Il y a 5 ans, il s'est fait élire sur l'Europe en disant que c'était l'Europe, il fallait être européen, être machin et tout. Aujourd'hui, il nous parle d'indépendance militaire, d'indépendance énergétique, d'indépendance agricole. Européenne, pas française. Oui, mais peu importe. Ah ben non, mais... D'accord, mais il parle d'indépendance. Il prenait jamais le mot d'indépendance. Enfin, je suis désolé. Depuis 3 semaines, depuis le début de la guerre. Bah oui, bien sûr. Mais donc, depuis le début de la guerre, il nous parle d'indépendance.
c'est quand même un revirement complet de la part d'Emmanuel Macron. La fermeture de Fessenheim, la fermeture des petits... Alors aujourd'hui, il fait exactement le contraire. Oui, c'est ça, il fait l'inverse. On a perdu 5 ans, exactement. Après, je dis pas qu'on a perdu du temps, j'en sais absolument rien. Il y a eu un contexte, il est en train de se dire il faut changer de braquet. La fermeture de Fessenheim, il n'y avait pas le conflit en Ukraine à l'époque. Hein. Non mais vous avez raison. Mais en tout cas, pour moi, la différence, elle est là aujourd'hui, c'est qu'il parle d'indépendance, qu'il parle de la France, qu'il a compris qu'il y avait un problème de souveraineté dans ce pays et que ça commençait à gueuler un peu à droite à gauche. Et donc il se dit, il faut quand même à un moment donné que je parle d'indépendance et que je dise par rapport à ce qui se passe en Ukraine, notamment pour les agriculteurs, c'est dramatique ce qui va se passer dans quelques semaines et dans quelques mois, il va falloir qu'on installe un modèle d'indépendance. Et c'est la première fois qu'on l'entend dire ça. Je dis pas qu'il va le faire, mais après vous voulez qu'il parle de quoi d'autre, franchement? À part ça, qu'est-ce qu'il peut avoir dans son programme? La grande différence, Valérie, pour revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'on a élu, il y a 5 ans, et on a été un paquet à le dire, on a élu quelqu'un qui était donc un consultant d'un grand cabinet comme McKinsey. C'est-à-dire qu'il avait des grandes idées apprises dans les bouquins. Non, il a travaillé à la Banque Rothschild. Oui, non, mais c'est une image, Virginie. Je sais qu'il a travaillé chez McKinsey. Mais les banquiers sont des consultants pour les gens. Moi, j'ai racheté des entreprises, si je voulais qu'on rentre dans les détails. Quand on rachète une entreprise, on a un cabinet de conseil qui s'appelle une banque d'affaires. Et ce sont des consultants qui gèrent pas les sujets de la santé, mais qui gèrent le pognon parce que vous connaissez moins les réseaux pour vous financer. Ils fonctionnent exactement de la même manière. Et je voulais pas revenir sur Rothschild parce qu'on lui jette tout le temps ça à la figure et que ça a une connotation qui, moi, me déplaît. Donc, c'était un consultant bien formé dans les grands bouquins. Petite parenthèse, dans sa déclaration de patrimoine, il n'a que 500 000 euros. Alors oui, on revenait pas sur ce dossier parce que tous ceux qui ont expliqué comment il s'était appauvri pour pouvoir répondre à cette question-là, mais bon, j'avais pas suivi, mais c'est vrai que c'est un jeune qui m'a un peu étonné. Remarquablement brillant, extrêmement talentueux, mais qui avait la connaissance de l'amour en ayant regardé des films à la télévision. Voilà. Et puis, en 5 ans, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, il a rencontré la France. Il s'est fait étendre quand les gens lui ont dit « Tu ne nous parles pas comme ça. Tu ne nous imposes pas des taxes comme ça. » Et la guerre, ça ressemble à ça. Et les gens qui sont... Ils parlent de pénibilité du travail avant. Non, il ne voulait pas qu'on en parle. Pénibilité du travail, ça lui écorchait la bouche. Ouais. Maintenant, il le prononce. Donc maintenant, on lui a payé 5 ans de formation continue. Et maintenant, les gens, quelque part, dans les sondages, ils se disent, ils vont répondre à quoi comme question? Ils vont pas regarder si c'est son programme ou pas son programme. Alexis a raison, la droite devrait parler comme Alexis et l'attaquer sur ses mesures. Ils n'en sont plus capables. Les gens vont se dire, bon, finalement, maintenant... il est affûté, il a des muscles des jambes. Est-ce qu'on le continue? Est-ce qu'on le laisse faire son marathon? Et c'est vrai que par rapport à ça, eh bien, de tout ce qu'il présente, tant sur le fond pour certains aspects que dans la forme, eh bien, il est vachement plus convaincant que tous les autres. Et dans les sondages, à part peut-être Jean-Luc Mélenchon qui est en train de grappiller à gauche, parce que mine de rien, en France, on est quand même un peu la droite contre un peu la gauche, mais il est redoutablement fort. Et hier, il a fait ça. Et je vais faire une critique. Et vous savez que j'adore votre profession. Mais moi, ce qui m'a exaspéré hier, c'est de s'apercevoir que vous avez certains ou certaines journalistes qui ne se sont pas forcés à dire il faut poser des questions de candidats et qui ont posé des questions au président. Et quelqu'un qui vient présenter son programme, quand vous êtes journaliste et qu'on vous accorde le droit véritablement de donner la bonne information aux Français, quand vous posez une question au président, eh ben moi ça m'a énervé et je trouve que ça n'a pas servi l'exercice. Et vous dites pas Monsieur le Président? Non. Vous avez vu les journalistes étrangers, ils ont dit Monsieur Macron. Ben oui, voilà, vous dites Monsieur Macron, Monsieur le candidat président, vous tombez dans sa rhétorique. Et si vous tombez dans sa rhétorique, vous tombez. C'est-à-dire qu'on est dans un régime dit hyper Monsieur le Président, Virginie? Moi, j'aurais dit Monsieur le Président candidat. Je pense que j'aurais dit les deux. Qui ont dit ça, effectivement. Vous auriez dit candidat. Je vais vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais moi, je voulais revenir sur la grosse arnaque. Il en a fait une série, d'ailleurs. Je voulais revenir. Donc, à mon avis, ça ne dérangerait pas. Oui, vous pouvez m'appeler Monsieur le candidat. Monsieur le candidat, donc on l'appelle Monsieur le candidat. Mais Monsieur Macron. Mais moi, je voulais revenir sur la grosse arnaque de la réforme des retraites qui nous a été présentée, je vais très vite, pardon, qui nous a été présentée pendant la campagne présidentielle de 2017 comme la méga réforme de ce quinquennat. Un point sera le même pour tous, et c'était sur le papier très séduisant. Ça a été un fiasco. Je vais jusqu'au bout. Ça a été un fiasco absolument complet, qui a été préparé pendant des mois dans une improvisation complète. Je crois qu'ils n'avaient pas imaginé du tout les complexités du système. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait finalement? On fait la recette systématique qui a toujours été utilisée jusqu'à maintenant. On repousse l'âge de la retraite à 65 ans et on maintient la fonction publique, les salariés, les indépendants. On va maintenir 3 régimes. Autrement dit, rien ne va changer. On va faire travailler les gens plus tard. Et ça, c'est la même vieille
meilleures recettes La que même chose. les plus éprouvés des hommes politiques. Et ça, c'est la grosse arnaque de ce quinquennat et du nouveau quinquennat. Cette réforme phare, elle est jetée à la poubelle. Sauf que les retraites, la grosse partie des retraites, c'est pas géré par les fonctionnaires. Juste ce point. Les retraites complémentaires, retraites des indépendants, c'est pas la fonction publique. Juste un point. Et puis surtout sur la réforme des retraites, faut pas oublier que c'est quand même Édouard Philippe à la manœuvre et c'est quand même lui qui s'est bien planté sur la préparation des retraites. Et tout le monde vous le dira dans les cabinets. Et Delevoye aussi. Et Delevoye surtout. Bien sûr. C'est surtout M. Delevoye. Mais bien évidemment. Mais c'est quand même aussi Édouard Philippe qui était à la manœuvre et qui a voulu cette réforme et qui l'a commandé à Delevoye. Je voudrais revenir sur le point. Juste pour une chose, pour dire une chose. Parce que c'est quand même le point de fond, c'est de savoir est-ce que c'est un programme de droite. Le programme d'Emmanuel Macron hier. Si. Largement. Vous pouvez pas dire non. C'est un programme macroniste. Il a Édouard Philippe, il a Jean Castex, ils sont des mecs de droite. Il n'est ni de droite ni de gauche, comme Mitterrand n'était pas de gauche. Il est macroniste. Quand vous avez eu Édouard Philippe en Premier ministre, Jean Castex en Premier ministre, que vous avez eu Gérald Darmanin à l'intérieur, que vous avez Bruno Le Maire à l'économie, vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas de droite. Et quand vous lisez le programme hier, vous l'écoutez, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un programme de droite. Emmanuel Macron, et d'ailleurs quand il dit qu'il va prendre Valérie Pécresse dans son gouvernement, c'est parce que c'est quelqu'un de droite. Non, mais évidemment, c'est le candidat de la droite. Et juste pour revenir rapidement, mais avec un programme économique fantasque. On parle, personne ne lève le loup. La dette cataclysmique qu'il est en train de créer, la dépendance qu'il est en train de créer au marché, le fait de parler de dépendance alors qu'on est complètement d'indépendance, alors qu'on est dépendant des cabinets de conseil anglo-saxons, qu'on n'a pas les moyens de cette indépendance, et de parler de souveraineté européenne, c'est-à-dire foutre en l'air la souveraineté française. C'est pas de droite. Allez voir les chefs d'entreprise. Allez les voir les chefs d'entreprise et demandez-leur si Macron n'est pas de droite. Non, mais bien sûr, mais donc justement, il est capitaliste. Il est de ce côté du capital. De la flat tax, toutes ces choses-là, vous verrez bien s'il n'est pas de droite. Et le programme d'hier, mais c'est que de la droite. Le RSA, c'est pas de droite. Il a pompé le programme de Zemmour et de Pécresse. Ils le disent eux-mêmes. Donc c'est un candidat de droite. Et donc si vous voulez un vrai deuxième tour, il faut mettre quelqu'un de gauche en face de lui pour avoir un vrai débat. Par exemple, il n'est pas de droite et de gauche. Il a piqué des idées à gauche sur les retraites, sur l'éducation, sur la laïcité. Politique de gauche, honnêtement. Les profs payés au mérite, c'est pas ça. Il y a eu combien de grèves qui ont marché avec l'éducation nationale? C'est un truc de gauche. Pour moi, c'est pas de gauche. Ah non, c'est pas de gauche, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Les profs payés au mérite. Les profs payés au mérite, c'est pas de gauche. Non, mais sur la politique de l'éducation, le dédoublement des classes, vous avez une frange de la gauche qui prône le droit à ce que les professeurs à la base aient une plus grosse indépendance pour gérer les programmes et notamment leurs initiatives. Enfin, c'est pas est-ce que ça a un sens aujourd'hui encore parler de droite et de gauche? Alors oui, mais est-ce que les gens vont voter pour ça? Non, pas forcément. Il faut quand même nommer les choses. Moi, je veux bien qu'on dise que la droite et la gauche n'existent plus. C'est pas vrai. Quand on voit la pensée structurelle de la droite et de la gauche, ce n'est pas du tout la même chose. Et Emmanuel Macron, il parle bien plus à la droite qu'à la gauche. D'ailleurs, on voit bien que la droite, elle est totalement asphyxiée dans cette affaire. C'est à droite. Ben oui, mais il a bien compris. Mais Macron, il est partout. Regardez sur la Corse. Il fait une étude de marché. Il a bien compris. Sur la Corse, il est contre l'autonomie, donc il est plutôt de droite. Et dès que ça commence à tanguer, il ressort l'autonomie et c'est plutôt de gauche. Donc il est macroniste. Il est clientéliste, électoraliste. On l'a dit en même temps. Il a passé son temps à essayer de plaire à tout le monde. Alors pas aux gilets jaunes. Eux, il leur a bien tabassé la gueule. Mais pour les autres, c'était on va voir comment on peut s'arranger. Et là, si vous voulez que ça bouge en ce moment, mais faites comme les Corses. Allez dans la rue. La Bretagne veut l'indépendance. Profitez-en. Mais non, mais je rigole. Mais sur l'armée, honnêtement, on en est là. Il vire le général de Villiers. Et aujourd'hui, c'est un va-t-en-guerre. Il est effectivement. Il n'y a pas d'atermoiement. C'est-à-dire que dès qu'il perçoit, il s'oriente. C'est la girouette. Le travail des journalistes qui a été en dessous de tout sur la déférence qu'on a parce que la 5e République, parce que le système de cours. Non. J'ai jamais vu un président aussi bien traité par les médias qu'Emmanuel Macron. Il a jamais été chamboulé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez dire ça? C'est pas vrai. C'est totalement faux. Benalla, les gilets jaunes. Benalla, ça a glissé sur lui, ça a glissé. Il a quand même été désarçonné. Peut-être que maintenant il répond beaucoup moins. Il a été faire des médias qu'aucun président n'avait été faire avant. Et on lui a posé des questions. Dans une mise en scène, avec une collusion. Mais regardez l'exercice de TF1 lundi, c'était pas un débat.
C'était on répond pour personne. à la demande d'Emmanuel Macron qui ne voulait pas croiser le candidat, etc. Enfin, c'est quoi ça? Non, mais c'est de la mise en scène. Emmanuel Macron, il a surtout profité, et là il faut quand même le dire, il a surtout profité du manque de travail absolu de la gauche et la droite pendant 5 ans. Moi, je suis très étonnée que la gauche et la droite, après ce qu'ils ont vécu en 2017, se soient pas dit, allez, on va se mettre au boulot, on va se réunir, on va faire des assemblées générales internes, on va faire on va tout cabinet de conseil. Non, on va travailler entre nous, ça s'appelle du travail. Ça s'appelle réfléchir à ce qu'on va proposer. Virginie... Je termine, pardon, mais j'arrive pas à terminer. Allez-y. On va faire ce qu'on est censé faire. Repréparer un programme, repréparer des choses. Moi, j'entends Valérie Pécresse, elle aurait pu proposer ce qu'elle propose aujourd'hui, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et quand elle a eu cette phrase terrible, on va ressortir le Karcher, c'était il y a combien de temps l'histoire du Karcher? Moi, je trouve ça terrible, ce manque de travail. Emmanuel Macron, il profite de ça. Il profite de cette incapacité qu'ont eu les grands partis, parce que la gauche et la droite, LR aujourd'hui et le PS aujourd'hui, ont été les très grands partis qui ont structuré toute la Ve République. Et cette incapacité à se remettre en question, à dire on va toucher le fond de la piscine, allons-y, reconstruisons-nous. Ils sont dans un état pire aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Je trouve ça terrible. Sauf que Virginie, comment vous voulez à droite faire lorsque vous avez Nicolas Sarkozy, qui est le dernier vainqueur d'une élection présidentielle, qui n'a toujours pas digéré d'avoir été éliminé à la primaire et qui veut tuer pas l'alpha et l'oméga de la droite. Nicolas Sarkozy est l'alpha et l'oméga à droite de sa... Et deuxièmement, à gauche, on vous apprend que l'équivalent de Nicolas Sarkozy de l'autre côté, finalement, il avait encore son plan. Alors, on a oublié la séquence Geoffrin qui était grosse comme mon nez, qui d'ailleurs n'est pas très gros. Et donc, vous aviez les 2 anciens présidents de la République qui, à l'intérieur, étaient en train de vider la substance de leur parti respectif. Je ne sais pas, parce que les deux étaient très très bons et qu'ils avaient encore plein de relais, par exemple. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On peut peut-être se pencher tout de même sur ces 2 propositions. Le RSA conditionné à une activité et puis des profs payés au mérite. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Tiens, avant qu'on parle peut-être des 2 mesures, parce qu'on a envie quand même d'être un peu léger le vendredi, c'est votre société qui a réalisé le sondage. Avec qui aimeriez-vous boire une bière? Ah, c'est gentil d'en parler. Merci à Juliette qui aussi pense toujours à ça. Le week-end s'approche. Oui, c'est très sérieux aussi, juste pour faire très très vite. Aux États-Unis, eh bien, les gens, lorsqu'ils votent, ils aiment aussi que leur vote prenne en compte le côté sympathique qu'ils ont pour un candidat. Et donc, ils font un sondage tous les 4 ans qui s'appelle le Likability Factor. On sait que si jamais on aime boire une bière avec vous, vous avez des chances d'être président de la République. Ça, c'est important. Et donc, il y a 5 ans, on l'a importé en France et on le fait à chaque grande élection. On l'a fait pour Paris, on l'a fait pour tout un tas de choses. Vous l'avez fait pour une marque de bière? On a posé la question aux gens, on a posé plusieurs questions, dont avec qui des candidats aimeriez-vous prendre une bière, et donc pour essayer de voir si le côté sympathique est quelque chose qui marque dans notre élection. Alors pas du tout, mais c'est Jean Lassalle qui arrive en premier. Et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Eh bien, c'est de dire aux politiques, vous savez, on dit personne ne connaît les membres du gouvernement et que des ministres marquent dans l'opinion, c'est important. Donc là, on est en train de dire, ceux qui seront présidents ou présidentes demain, pensez pourquoi pas à Jean Lassalle, parce qu'un type qui serait ministre d'un gouvernement soit reconnu, apprécié, ça renforce la politique, parce que vous savez, ils ont un talent, les hommes politiques, quand vous en avez côtoyé, c'est que ils vous regardent, et Virginie pourra confirmer, et Alexis peut-être, et toi Alex aussi, et ils vous serrent la main et vous avez l'impression d'être leur meilleur pote. Et ça, ils ont ce talent-là d'arrive à créer de la proximité par l'incarnation. C'est pour ça que ce sera les meilleurs présidents. Vous savez, moi je vais vous raconter une histoire. Je me rappelle, j'étais journaliste à Public Sénat il y a quelques années. Alex Darmon. Et je suivais à l'époque le ministre Emmanuel Macron. Et on était plusieurs à le faire. Et j'avais été frappé par le fait qu'il vous voyait une fois et qu'il retenait votre prénom et qu'il vous revoyait 6 mois plus tard et qu'il se rappelait de votre prénom. Et ça, c'était vraiment, honnêtement, très fort, parce que c'était un des seuls à l'époque qui a réussi à faire ça. Aujourd'hui, voilà. Et justement, et aujourd'hui, quand vous parlez avec les équipes des candidats, ils vous disent tous qu'ils font des fiches sur les journalistes en donnant les noms et en rappelant à leurs candidats, lui s'appelle comme ça, lui s'appelle comme ça, lui s'appelle comme ça. Donc effectivement, c'est hyper important le fait de se rappeler des gens et de faire penser à l'autre en face de vous. Dans les grandes sociétés, je vous donne un truc, quand le président reçoit ses troupes, par exemple, il a une oreillette
Et il est très très bon. Maurice Lévy le fait. Il y a quelqu'un qui dit ça c'est Juliette. Ah bonjour Juliette, bienvenue au séminaire. La fille elle est là, elle prend la photo. Ah salut Gérard, ah salut Ahmed. Et les gens se disent merde, il connaît mon prénom. Bon, et alors qui arrive en tête, Jean Lassalle? Alors Jean Lassalle à 39%. C'est-à-dire que les gens voudraient boire un coup. Et puis ceux qui arrivent en dernier, là pour le coup ça ressemble un peu à l'élection. Anne Hidalgo, ça ne brille vraiment pas du tout. Les gens ne votent pas pour elle et en plus ils n'ont pas du tout envie de boire un coup avec elle. Un coup avec elle, voilà. Et après Jean Lassalle, il y a qui? Alors vous avez Marine Le Pen qui est bien placée, Emmanuel Macron qui arrive en deuxième, Zemmour qui est dernier juste avant Hidalgo. Et puis là on leur a demandé de quoi voudriez-vous parler et là ils veulent leur parler vraiment des grands sujets et leur raconter leur vie. Ils ont envie de mesurer si la personne en face est capable de comprendre leur quotidien. Ça fait partie des choses qu'ils apprécient. Bon, quand même parlons donc de ces deux mesures qui sont ressorties. On n'a pas beaucoup de temps. Je vois Virginie qui regarde la pendule. Non. Conditionner le RSA, elle en a marre, c'est peut-être ça plutôt. Conditionner le RSA à une activité, donc les devoirs avant les droits. Donc oui, on le disait, c'est pas une mesure spécialement de gauche. C'est de dire on va faire un peu de ménage dans toutes les allocations qui sont attribuées, dont le RSA. Ce qui est un peu dégueulasse, c'est que Pécresse dit on lui a piqué l'idée, mais Dupont-Aignan, ça fait 10 ans qu'il en parle de ça aussi. Donc Dupont-Aignan, il pourrait dire Pécresse m'a piqué l'idée, c'est pareil. Donc non, c'est pas pour moi des mesures de droite, tant sur le RSA qu'on en parlait. Je suis désolé, sur payer les profs au mérite, pour moi c'est pas quelque chose de gauche. Payer les profs au mérite, c'est la méritocratie. On aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est quelque chose de droite clairement. Donc oui, on pourrait toutes les égrener les propositions qu'il a faites hier, mais pour le RSA simplement, c'est quand même typiquement la mesure de droite par excellence. C'est comme quand on disait on va enlever vous savez les allocations aux parents dont les enfants ne vont pas à l'école. C'est exactement pareil. Voilà. Non mais le problème c'est qu'il y a eu plein d'annonces de fait, mais j'entendais toute personne qui n'a pas le statut de réfugié politique, qui n'aura pas ce statut, devra repartir. Oui, c'est déjà le cas aujourd'hui. Sauf que comment on fait? Quelles seront les mesures mises en place? Comment on va Est-ce qu'on passera des accords avec les pays d'origine? Parce que je rappelle qu'il faut un accord avec le pays d'origine pour que les personnes puissent repartir dans leur pays d'origine. Et c'est là où ça bloque aujourd'hui. Non mais j'ai entendu ça et puis pareil. Et puis sur les profs, c'est-à-dire comment on va noter les profs au mérite? Qui va décider? Les parents. Les parents. Vous imaginez l'usine à gaz? devraient être dans la rue. Moi, je ferais une réflexion d'ordre général. J'ai été très frappée, mais c'est mon interrogation depuis le début. J'étais très frappée de cette conférence de presse qui a duré 4 heures, qui finalement prenait quasiment acte de ce qui n'a pas été fait pendant 5 ans, promettait des nouvelles choses. Et je me suis dit, mais dans le fond, est-ce que ce président, qui est brillant, qui a de fortes chances, il faut quand même le dire, d'être réélu, et qui, s'il est réélu, sera le premier président de la République réélu sans être passé par la cohabitation, est-ce que ce président a des convictions? Est-ce qu'il a une idée de ce pays, de ce qu'il veut pour ce pays? Est-ce qu'il n'adapte pas indéfiniment ses propositions aux circonstances, à ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'il ne... Mais quelle est sa vraie intime volonté de parler aux Français et d'améliorer le sort des Français? Là, franchement, moi, j'ai un gros doute sur... J'entends bien le discours assez habile qui s'adresse à un électorat qui reprend le contre-pied de choses qu'il n'a pas faites, mais le fond, c'est-à-dire, est-ce que cet homme-là qui va être élu ou qui risque d'être élu, est-ce que cet homme-là a une vraie vision de la France, une vraie vision de ce qu'il veut faire? Et là, franchement, mon interrogation, elle est complète. Moi, j'ai une réponse. Clairement, il l'a montré pendant 5 ans. S'il a une vision de la France, c'est la dissolution de ce pays dans un européisme de souveraineté, c'est ce qu'il appelle de ses voeux, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis, c'est pour ça, attention aux gens de droite qui voudraient voter pour lui. Là, c'est quand même la disparition de la nation française, le projet in fine de Macron. Et puis, c'est l'effacement de l'état de droit. Les devoirs supérieurs au droit, ça n'existe pas. C'est un projet qui est contre l'état de droit. Ça n'existe pas en état de droit. Donc, c'est un projet dangereux pour la France, ce projet d'Emmanuel Macron. Il faut le dire. Et c'est un projet de régression sociale. Donc, de droite ou de gauche, ceux qui pensent voter Emmanuel Macron, réfléchissez à 2 fois, parce que c'est un projet de faillite française. Mais toujours aussi radical quand même. Un projet de disparition. À la radio, allez. Non, mais il ne faut pas exagérer non plus. Alexis, candidat président. Alexis, aujourd'hui, il a bouffé des épinards, mais il ne faut pas exagérer. Les devoirs supérieurs au droit,
c'est pas l'état de droit. Non. Et d'ailleurs, il faut écouter le discours de François Sureau à l'Académie française sur les libertés, qui est un très beau discours qui pose les mots là où ils sont. Ça fait mal, et ce quinquennat a déjà été assez difficile pour nos libertés. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Voilà, bravo Alexis. Ce sera le mot de la fin. On se retrouve lundi après un bon week-end réparateur et où on espère. Je tique sur difficile pour nos libertés. Franchement, là, je crois qu'il ne faut pas jouer les enfants gâtés. Ouais, on vit quand même dans un pays. Pardon, je vais juste au bout de ma phrase, Alexis. On vit quand même dans un pays où on a de grandes libertés. Il suffit de regarder pas très loin de chez nous, c'est pas tout à fait pareil. Non, pas tout à fait. Merci à tous les quatre. Au pire, hein. Allez, on se retrouve lundi. Bonne journée sur Sud Radio.